Bonjour à tous. Je pense que nous allons pouvoir démarrer. À mon avis, ça fera venir ceux qui doivent encore nous rejoindre. Merci à vous d'être venus. On va vous faire une présentation assez rapide et qu'on souhaite interactive. On vous expliquera par la suite comment est-ce qu'on souhaite interagir ensemble sur cette présentation. Une présentation très rapide des intervenants qui sont en face de vous. Je suis Jonathan Roffet, je suis avocat spécialisé dans les nouvelles technologies. Sandrine et moi faisons partie d'un cabinet qui s'appelle le cabinet D.L. Piper, qui est un cabinet international qui a une spécificité, c'est que le cabinet a mis la pratique droit de l'informatique, droit de l'IT, des nouvelles technologies, du numérique, de l'innovation au centre de son activité. Donc on intervient énormément sur tout ce qui est contrat informatique, externalisation, problématiques de licence, contrat de licence, contrat de maintenance, enfin et puis tout ce qui est autour des bases de données, c'est plutôt le travail de Sandrine. Et puis toutes les questions qui ont trait à l'informatique. Je pense que sur notre présentation, ça suffit si vous avez des questions particulières. On fait ça depuis longtemps. Et ça couvre aussi peut-être un point qu'on n'a pas mentionné, tout ce qui est propriété intellectuelle liée à l'innovation et au logiciel en particulier. Donc l'open source, on va le voir, c'est lié quand même à ces questions de propriété intellectuelle. Donc ça rentre dans ce cadre. Et on a proposé de faire une présentation aujourd'hui sur l'open source. Alors on va essayer de savoir à quel point vous êtes familier avec les problématiques liées à l'open source, surtout où on trouve l'open source, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on en fait, quelles sont les problématiques liées à la propriété intellectuelle sur l'open source, avec les principes de base, et puis vous allez voir, on va dérouler ensemble. L'objectif, bien évidemment, c'est que ce soit interactif. L'interaction, c'est que vous pouvez, s'il y a des points qui ne sont pas clairs, si on va trop vite, si vous avez des éléments particuliers, vous n'hésitez pas à nous arrêter. Mais surtout, il y a un site sur lequel vous allez pouvoir interagir et qui va vous être présenté dans 30 secondes, qui est le site Weassembly. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce site, mais qui vont nous permettre d'avoir une interaction en direct sur la présentation. Je vous laisse présenter l'outil. Salut, bonjour. Bon, ça va, je n'ai pas besoin de micro. D'accord. Donc, je suis Cécile, donc je représente la société Weassembly, grâce à laquelle aujourd'hui vous allez pouvoir envoyer toutes vos questions aux deux avocats présents. Donc, vous allez pouvoir vous connecter sur la page web app.weassembly.com. Le mot-clé, donc 42 avocats. Et vous pouvez aussi interagir par SMS. Donc, il n'y a pas de surcoût sur le SMS. Vous avez les instructions qui vont apparaître tout au long de la présentation. Et on va également, les avocats vont pouvoir vous poser des questions pour évaluer votre niveau de connaissance sur les sujets qui vont être traités. Bonne conférence. Donc, je pense qu'on va mettre en pratique tout de suite, en fait. Alors, avec la première question pour nous qui va nous permettre de connaître un petit peu votre niveau de sensibilité à la question de l'open source et sur lesquelles on vous invite à voter. On va vous laisser quelques minutes sur un certain nombre d'affirmations qu'on entend au sujet de l'open source et on voudrait savoir si, d'après vous, elles sont vraies et lesquelles sont vraies. La première affirmation étant vous ne pouvez pas utiliser l'open source dans un environnement propriétaire. Toutes les licences open source exigent la divulgation de l'ensemble des codes sources. Aucune de ces licences open source n'est applicable en droit français, en droit local. Et en gros, l'open source, je peux faire ce que je veux. De toute façon, personne n'en saura jamais rien. Donc si vous pouviez voter, nous dire d'après vous quelles sont les affirmations, là où les affirmations qui sont vraies de votre point de vue. Je pense que nous allons fermer les votes. Et normalement, voilà, on a le résultat qui s'affiche. Donc vous avez massivement voté pour la seconde affirmation. Donc pour vous, majoritairement, toutes les licences open source exigent la divulgation de l'ensemble des codes sources. Alors on va voir qu'en réalité, aucune de ces affirmations n'est exacte. Donc bon, c'était juste pour lancer le débat, mais on le verra en fait, les licences open source, il y a une ambiguïté sur ce qu'on appelle la divulgation
des codes sources. D'abord, toutes les licences n'exigent pas la distribution avec les codes sources du logiciel. Et par ailleurs, ça n'exige pas la divulgation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de redistribuer les modifications que vous effectuez sur un logiciel libre, quelle que soit la licence d'ailleurs. Mais on rentrera dans le détail après. Mais en réalité, tout ceci, ce sont des vérités qu'on entend et qui sont pas exactes. Bon, rapidement, on voulait juste vous montrer d'abord sur les tendances actuelles. Je pense que vous êtes au courant, mais l'idée c'est de montrer, on en parle nous, en tant que juriste depuis un moment d'open source, mais aujourd'hui c'est une vraie réalité, hein, c'est dans tous les projets, donc ces chiffres le montrent. Alors c'est des chiffres qui sont issus d'une société qui s'appelle Black Duck. Il y a plusieurs sociétés aujourd'hui qui ont des outils qui permettent de faire des audits de code pour identifier les logiciels open source. Ils ont des bases de données qui recensent qui sont en principe à jour et qui recensent les projets open source qui existent, et en principe ils sont capables d'auditer un code pour identifier les lignes de code qui sont issues de projets open source. Et ce qu'il en ressort, donc on voit bien la progression des projets open source depuis 2007, où c'était vraiment plutôt marginal, et avec les projections jusqu'en 2015. Aujourd'hui, donc c'est plus de 7500 sites. Alors des licences, on va en parler, mais il y en a plus de 2300 différentes, des licences open source. C'est 4 milliards de fichiers, 1 million de projets uniques. Donc on voit que c'est vraiment une réalité opérationnelle aujourd'hui. Oui, et puis il y a des failles de sécurité dans l'open source, mais comme il y en a aussi dans les logiciels propriétaires. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, on a parlé par exemple d'Heartbleed. Donc voilà, c'est des choses qui sont particulièrement d'actualité. Donc il y a une vraie tendance. Sandrine, juste une précision, on va vous parler d'open source principalement. Vous entendez aussi certainement parler de logiciels libres, donc on parle bien effectivement de la même chose, la différence étant principalement une différence, et tu m'arrêtes si je dis une bêtise, de philosophie globale autour du logiciel libre et de l'open source, mais on parle globalement de la même chose. Alors, en fait, juste à titre de précision, logiciel libre, c'est issu de ce qu'on appelle la Free Software Foundation. Donc, si vous connaissez un peu la Free Software Foundation, c'est Richard Stallman. Donc, c'est vraiment la philosophie du logiciel libre, avec derrière, une composante vraiment de distribution à tous, l'accès à tous. C'est une vraie philosophie quasiment politique, avec une vraie vision politique derrière. Quand on parle d'open source, on est plutôt dans le mouvement de l'open source initiative, donc avec une vision moins philosophique et plus pragmatique. Donc logiciel libre, il y a 4 libertés qui doivent être accordées, on les verra dans le détail. L'open source initiative, c'est 10 critères, mais globalement, ça regroupe les mêmes licences. Donc une fois qu'on sait ça pour le contexte et comprendre un peu les tenants et les aboutissants, il faut se dire qu'on parle plus ou moins de la même chose. Et quand on veut être très politiquement correct, on parle de FOSS parce que c'est Free and Open Source Software. Donc comme ça, on se fâche avec personne, on utilise les deux vocables. Bon, si on continue sur, tout le monde en parle. Donc l'Institut IDC dit que ça représente 30% ou plus du code au sein des 2000 plus grandes organisations. Donc c'est vraiment, là où avant c'était, on imaginait des geeks dans leur garage qui faisaient de l'open source. Aujourd'hui c'est vraiment une réalité dans les entreprises, l'open source. Et donc on parle aussi évidemment de Amazon, Google, Netflix, qui utilisent évidemment du code open source. Donc on ne peut plus l'ignorer. Et pourquoi ça a un sens? Et puis c'est particulièrement d'actualité l'open source, même dans les entreprises. C'est parce que ça permet d'éviter de réinventer la roue, bien évidemment. Donc ça permet d'être plus rapide, qualité supérieure, parce que on a souvent ça dépend des projets, mais des communautés avec plein de bonnes volontés qui travaillent à des coûts réduits, parce qu'on réutilise du code qui a déjà été développé.
Bon, rapidement aussi, l'open source est partout. On va le voir, c'est une vraie problématique pour les entreprises quand même de manière générale. Mais on le voit bien, le code. Donc si nous, on est là, si on parle d'une société, par exemple, qui a son application qui est là avec du code qui est fait en interne, un peu de provenance diverses et de différents pays, mais avec aussi des bouts qui proviennent de l'open source. Et puis souvent, on a des développements qu'on a sous-traités à des prestataires et donc qui peuvent être aussi en partie constitués d'open source, du code propriétaire de tiers, et donc qui est là dans des licences propriétaires. On va voir quelles conséquences ça implique, et puis du code acquis, c'est-à-dire quand on fait, quand on demande à quelqu'un de développer du code. Donc bon, ça montre juste que effectivement, il peut y en avoir partout dans une entreprise, et même parfois quand on pense qu'il n'y en a pas, souvent en réalité il y en a. Donc la prochaine question qui est en lien avec ce que Sandrine vient de dire. Je crois que tu as répondu par partout. Où trouve-t-on de l'open source? Mais on souhaite juste savoir de votre point, vous, à votre connaissance, où est-ce que vous trouvez de l'open source, et vous pouvez répondre sur Wizambly. On vous laisse à nouveau quelques minutes ou quelques secondes pour répondre. Alors il y a un certain nombre de réponses qui se dégagent, du coup on va les afficher. S'il veut bien. C'est bon. Alors on a effectivement le frigo. C'est plutôt pas mal. GitHub, pour être tout à fait franc, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une réponse qui semble sortir de la plus majoritairement. Dans Internet, c'est certain. E-shopping, c'est certain. Dans le net, SourceForge, effectivement, forcément. FOSS, en fait, c'est juste open source, donc c'est sûr. Mais globalement, vous avez raison, c'est-à-dire que l'open source aujourd'hui, c'est partout. Avant, c'était plutôt utilisé pour des choses assez confidentielles, et aujourd'hui, dans même tous les produits de grande consommation, on a de l'open source. Donc typiquement, dans tout ce qui est téléphone mobile, aujourd'hui, smartphone et autres, si on parle d'Android, voilà, tous ces outils peuvent contenir de l'open source. Après, on a repris un slide qui cite tout un tas de projets différents dans des domaines différents, mais on voit bien le cloud aujourd'hui, il y a une solution open source, l'infrastructure aussi, il y a des solutions open source, services financiers, donc le mobile, on en a parlé, la santé, l'automobile, on a effectivement Linux, donc on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas un endroit où la technologie est présente et où il n'y a pas d'open source. Donc, on ne peut plus faire, à une époque, certaines entreprises avaient comme vision de politique open source, de dire en fait zéro open source dans mon entreprise. Aujourd'hui, c'est plus difficile de tenir ce genre de discours. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus une fois qu'on a vu l'écosystème, on va dire, de l'open source, on va rentrer un peu plus sur le détail, sur les différentes licences qui existent autour d'un logiciel, donc à la fois les licences propriétaires et puis les licences libres. Et donc on a une première question qui est, et donc là on répond juste par oui ou par non, le logiciel libre a-t-il un propriétaire? Donc y a-t-il un auteur, ou est-ce que parce que c'est libre finalement on fait ce qu'on veut, il n'y a pas d'auteur et chacun est libre comme son nom l'indique? Alors je pense que la vraie question juridique ça aurait été de dire auteur, et on n'était pas sûr que ce soit que ce soit compris par des non-juristes, donc on a mis propriétaire, mais c'est plutôt auteur la réalité. C'est le droit d'auteur qui fait que vous êtes...
Non, parce que c'est du fait du droit d'auteur que vous avez un droit d'exploitation, en fait, en réalité. Donc les deux se recoupent. Juridiquement, c'est plus exact de dire est-ce qu'il y a un auteur, mais cet auteur, par définition, est donc titulaire des droits de propriété associés au logiciel. Donc à la fois droit d'exploitation, le droit moral associé au logiciel. Effectivement, vous êtes propriétaire parce que vous êtes auteur. Et donc effectivement, c'est la bonne réponse. Hein. C'est pas parce que le logiciel est libre ou le code source open qu'il n'y a pas de propriétaire. Et ça, c'est quand même important parce que tout le reste découle quand même de ce point de départ. Alors, on voulait développer déjà les points principaux de la licence propriétaire, hein, donc qu'on oppose à la licence open source. La licence propriétaire, celle qu'on connaît tous, hein, les Microsoft, les SAP, enfin toutes celles que vous connaissez très bien, elles ont des critères principaux pour nous, qui sont une restriction des droits d'utilisation. Donc vous n'avez le droit d'utiliser Microsoft que sur l'appareil que vous avez aujourd'hui, puis vous ne pouvez pas le passer, vous pouvez pas multiplier, vous ne pouvez pas copier une partie du logiciel et le prêter à un copain. Vous ne pouvez pas en faire absolument ce que vous voulez. Les modifications sont prohibées, donc si vous ne pouvez pas modifier le logiciel, vous ne pouvez pas le corriger, si vous le corrigez, il faut que vous achetiez la maintenance, parce que bien évidemment, il y a forcément une activité derrière ceci. Le code source est inaccessible, donc dans la plupart des cas. Après, il y a toujours des failles, mais c'est le principe même, justement, de ces logiciels propriétaires. Et l'inaccessibilité du code source est forcément liée à toutes les autres caractéristiques, c'est-à-dire que comme vous n'avez pas accès au code source, c'est parce qu'on veut bien vous montrer que vous ne pouvez pas le modifier, vous ne pouvez pas l'utiliser absolument comme vous voulez. Il y a des restrictions de distribution, donc vous achetez le logiciel pour vos propres besoins et vous ne pouvez pas le mettre à disposition des autres, voire vous mettre à le vendre. Il y a un certain nombre de limitations de garantie, donc vous avez parfois des garanties de correction du logiciel pendant une durée assez courte, puis ensuite on passe habituellement à la maintenance. Mais on a quand même des limitations de la garantie où on vous dit quand si vous n'avez pas utilisé le logiciel conformément aux spécifications, ou parfois si vous les avez utilisés dans un avion ou sur un site nucléaire, vous ne serez jamais garanti. Et puis vous avez la plupart du temps aussi des redevances à payer, des licences à payer. Donc les principes de base des logiciels, des licences open source, c'est bien une licence. Les droits de propriété restent dans les mains du concédant, donc celui qui va concéder des droits de licence, et donc l'auteur dont on parlait tout à l'heure. La portée des droits n'est pas limitée, donc vous pouvez droit d'utiliser à n'importe quelle fin. Il n'y a pas de restriction en termes de durée. On ne vous dit pas vous avez une licence de logiciel pour 1 an, par exemple, comme c'est de plus en plus le modèle, ou pour 10 ans, ou pour 50 ans, ou peut-être pour la durée de protection des droits de propriété intellectuelle. Là, il n'y a même pas de précision de durée. Et puis, il n'y a pas de restriction en nombre d'utilisateurs dans les licences open source. L'un des principaux points, bien évidemment, c'est la possibilité d'accéder au code source et donc la possibilité de modifier le logiciel. Le droit de redistribuer le logiciel à n'importe qui, mais ensuite on verra les différentes conditions applicables et en fonction des différentes licences. En général, vous n'avez absolument aucune garantie sur les logiciels open source, donc vous récupérez un logiciel, vous le modifiez, vous l'utilisez, mais vous n'avez pas de garantie. Personne ne va vous dire si tu as un bug, je vais venir le corriger. Et je vais venir te donner des patchs, ou je vais venir te donner on a fait une nouvelle version, puis je vais venir te la donner. Si vous n'allez pas la chercher, on ne viendra pas vous l'apporter. Et puis, la plupart du temps, quand même, c'est aussi le principe, c'est qu'il n'y a pas de redevance particulière à payer pour l'utilisation, la modification et la redistribution de ce logiciel. Alors peut-être 2 petits points à préciser. Quand on parle de garantie, c'est vrai quand on a un usage personnel d'un logiciel en tant que tel, on n'est pas forcément très sensible aux questions des garanties. Mais c'est vrai que quand on est une entreprise, par exemple, avoir la garantie qu'on utilise un logiciel qui ne contrefait pas les droits de quelqu'un d'autre, hein, et que donc on ne va pas être poursuivi en justice pour avoir utilisé ce logiciel, ça peut être quelque chose qui est important, et c'est ce qui a pu freiner dans certains cas l'utilisation par certaines entreprises de logiciels.
Après, soit dit en passant, dans le monde propriétaire, il y a effectivement une forme de garantie qui sont accordées, mais souvent, c'est des contrats qui ne se négocient pas. Hein. Si vous regardez les licences Microsoft, Oracle, vous ne les négociez pas. Et les garanties sont tellement encadrées que finalement, bon, il y en a une, mais elle n'est pas non plus très, très étendue. Et juste sur la question de la gratuité, c'est pas un critère, parce que c'est vrai que free software, ça peut être un peu ambigu, parce qu'en anglais, free, ça veut dire aussi gratuit. La gratuité en tant que telle n'est pas un critère pour faire d'un logiciel un logiciel libre ou pas, mais de fait, ils sont gratuits, puisque finalement, même si vous faisiez payer la première copie que vous allez distribuer, la personne à qui vous l'avez distribué, elle est libre gratuitement de le distribuer 150 fois. Donc finalement, il n'y a pas d'intérêt à faire payer, parce qu'assez vite, on peut contourner le système. Donc de fait, c'est gratuit. Alors, je pense qu'on va juste voir 2-3 questions que vous posez. Il y a des questions que je ne comprends pas, donc, parce que je ne suis pas aussi technicien que ça. C'est-à-dire que par exemple, nous, on ne fait pas de développement. La question était posée, on ne code pas. Donc au cabinet, on ne code pas. On peut aider à protéger un certain nombre de développements. Savez-vous coder? Donc la réponse est non, malheureusement, même à nos heures perdues. Il y avait une autre question qui était pourquoi décider de ne pas faire de l'open source, que je vois en bas. J'imagine que la question c'est pourquoi, qu'est-ce qui peut pousser les gens à ne pas aller sur de l'open source alors qu'on sait que le propriétaire est payant, bloqué, pas de garantie, des garanties limitées, mais surtout c'est que la plupart des entreprises ont un peu peur de l'open source parce que il n'y a pas la plupart du temps une entreprise en face vers qui se retourner si jamais on a des difficultés. Comme c'est quelque chose qui est open, on se dit que c'est quelque chose qui appartient à la communauté, donc n'importe qui va pouvoir mettre une faille de sécurité, une faille à l'intérieur pour aller voir ce qui se passe, et les entreprises sont extrêmement sensibles à tout ce qui est sécurité de leur système d'information, accès à leurs données. Si quelqu'un arrive à mettre dans un code open source, même si le reste de la communauté va certainement le regarder, mais il est possible que ça passe au travers. Ça passe bien au travers pour certains logiciels propriétaires. Mais si ça passe au travers, il n'y a personne vers qui se retourner. Donc l'entreprise ne va pas pouvoir dire moi j'ai une difficulté, je viens de voir parce que j'ai un problème. Alors que si demain il y a un problème, il y a une faille de sécurité chez Microsoft, vous voyez bien que Microsoft ayant tous ses clients qui payent des redevances, ils vont avoir une difficulté parce que tous leurs clients vont être impactés et en tant qu'entreprise, vous avez quelqu'un vers qui vous retournez, c'est Microsoft. Donc c'est l'un des principaux points pour lesquels les entreprises ne font pas d'open source. Il y a aussi certaines applications qui clairement sont un peu plus stables en propriétaire qu'en open source parce qu'elles sont plus effectivement il y a derrière des coûts et des investissements en recherche et développement, donc des gens qui s'assurent que ça marche avant que ce soit mis sur le marché, mais il y a la plupart des blocages à l'open source sont ceux-ci. Alors sachant que derrière la question faire de l'open source, il y a deux façons de la lire. Il y a faire de l'open source, utiliser de l'open source. Après, on l'a vu pour Heartbleed, c'est vrai qu'il y a eu une faille de sécurité. Bon, il y en a dans plein d'autres logiciels propriétaires. C'est vrai que quand une entreprise, elle aime bien avoir quelqu'un contre qui se retourner. Et finalement, il y a eu une espèce de front des utilisateurs pour mettre de l'argent au pot et essayer de rectifier cette faille de sécurité. Mais faire de l'open source, ça peut aussi vouloir dire, est-ce que quand je vends un produit, j'intègre des briques open source dans mon produit? On va le voir, il y a certaines conséquences à intégrer de l'open source dans un produit propriétaire. Pas forcément, mais il peut y en avoir. C'est pour ça qu'au début, les gens étaient un peu frileux et préféraient se dire que les développeurs n'intégraient au grand jamais de code open source dans les projets. C'était plus simple et ça permettait de se dire on est sûr que c'est propriétaire et j'ai pas de débat sur la question. Donc on va vous expliquer les deux principales différenciations. Il n'y en a pas et le curseur il n'est pas aussi clair que ça dans les licences open source, entre les licences permissives et les licences restrictives. Donc les quelques aspects clés des licences dites permissives, donc en gros qui permettent le plus grand nombre qui donnent le plus grand nombre de libertés. Il y a des restrictions minimales d'utilisation. Il y a la possibilité de combiner
avec le logiciel propriétaire. Donc on a la possibilité effectivement d'intégrer des développements sources, des développements open source avec des développements d'un logiciel propriétaire. Les modifications peuvent rester propriétaires. La distribution, elle est possible sous d'autres licences, c'est-à-dire que quand vous faites une modification sous une certaine licence, et on va voir quelles sont les principales licences, bah, vous n'avez pas l'obligation de redistribuer sous la même licence, vous pouvez décider de redistribuer sous une licence différente. Vous avez la possibilité de distribuer seulement le code objet, donc garder le code source pour vous, mais ça ne signifie pas non plus que ça tombe directement dans le domaine public et que qu'il n'y a aucun droit dessus. Alors, c'est-à-dire que vous avez les mêmes libertés que pour tous les logiciels libres, vous avez moins d'obligations en réalité, mais il y a quand même des obligations et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas considérer que c'est dans le domaine public, c'est-à-dire que l'auteur n'a pas abandonné tous ses droits et on verra par exemple, il y a toujours un droit, une obligation de mentionner le nom des auteurs par exemple, c'est souvent ce qu'on voit dans les licences permissives, donc il y a quand même un certain nombre d'obligations qui sont attachées, mais elles sont effectivement beaucoup moins contraignantes et encore une fois ça dépend de quel côté on se place en termes de contraintes. C'est soit une contrainte quand on est plutôt dans l'esprit propriétaire, quand on est dans l'esprit du monde libre, on va dire que c'est la réciproque en fait, hein. Donc faut pas non plus voir les choses de manière trop négative. Et donc si on passe aux licences restrictives et on verra entre les deux, il y a effectivement tout un champ des possibles. Donc les licences restrictives, c'est les licences qu'on appelle copyleft. C'est un jeu de mots hein, avec copyright et copyleft. Globalement, on a les mêmes liberté que pour les licences permissives, donc il n'y a pas de restriction sur l'utilisation personnelle, il n'y a pas d'obligation de redistribuer, c'est surtout ça, c'est-à-dire qu'on entend souvent je vais être obligé de redistribuer le code source. Oui, si vous décidez de redistribuer le logiciel libre modifié par exemple, vous allez être obligé de le redistribuer sous les termes de la même licence, donc avec le code source tel que modifié. Mais si vous voulez en faire une utilisation à vos fins personnelles, même si vous êtes une entreprise, vous pouvez décider de prendre un logiciel libre, de l'améliorer pour les besoins de votre entreprise. Alors, à savoir que si vous ne le remettez pas à la disposition de la communauté, vous serez le seul à maintenir cette version qui sera un peu une sorte de fork par rapport au projet officiel, mais il n'y aura rien qui vous obligera à reverser ces améliorations à la communauté. En fait, en tout cas, rien de juridique. Mais par contre, si vous êtes dans une logique de redistribution, et tout le débat sera de savoir ce qu'on appelle par redistribution, mais si vous êtes dans cette logique de redistribution, bien évidemment, à ce moment-là, vous êtes tenu de redistribuer sous les termes de la même licence. Et cette licence peut aller jusqu'à couvrir les modifications. La plupart du temps, elle couvre à minima les modifications et parfois, elle est assez, avec un champ d'application assez large sur ce qu'on appelle modification. Et donc, c'est pour ça qu'on parle, alors voilà ce que j'évoquais tout à l'heure, l'effet viral sur le logiciel propriétaire. Le terme de viralité, c'est le terme utilisé plutôt par l'industrie du logiciel propriétaire, qui donc se dit que finalement l'open source peut contaminer un logiciel propriétaire et obligerait éventuellement à redistribuer du code propriétaire sous licence open source. Quand on a une vision plus positive et plus orientée logiciel libre, on parle de réciprocité, c'est-à-dire qu'on a pu bénéficier de l'accès au code et donc il est normal que quand on améliore ce code, on fasse et qu'on tire, si on le redistribue, c'est qu'on en tire forcément quelque part un profit. Il est normal qu'on refasse bénéficier à la communauté des codes sources tels que modifiés. Alors des stipulations plus complexes, oui c'est sûr, parce qu'une licence permissive, ça peut faire 4 paragraphes, 2 pages. Une licence restrictive, je ne sais pas si vous avez déjà lu la GPL, faut se lever de bonne heure, c'est pas une lecture très facile. On verra un peu plus dans le détail par la suite, donc c'est vrai que c'est forcément d'une lecture plus complexe. J'affiche une question qui est ici et qu'on retrouve dans plusieurs endroits. Est-ce que pour un logiciel libre, la licence comprend toutes les composantes, images, animation ou juste le code ? Alors, en principe, elle vise le code de manière
Après, j'essaye de réfléchir à normalement, c'est le code. Ça, c'est sûr qui est couvert par la licence. Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse, en droit d'auteur français, c'est pas le même droit d'auteur qui s'applique au code et qui s'applique aux images et aux animations. Pour le code, il y a un droit d'auteur spécifique qui est issu du droit d'auteur, mais qui est adapté au logiciel. Et par exemple, sur le code, quand vous le faites dans le cadre de vos fonctions dans une entreprise, les droits d'auteur sont directement sur la tête, passent directement de vous en tant que développeur à la tête de sur la tête de votre employeur. Alors que en théorie, c'est pas le cas pour les images et les animations. Enfin, en tout cas, tout ce qui est interface homme-machine, tout ce qui est visuel, tout ça, c'est dans le droit d'auteur classique. Donc, il n'y a pas de transfert automatique à l'employeur. Il faut une clause de cession de droit dans les contrats. Donc, en principe, moi, j'ai tendance à penser, ça vise le code, c'est sûr. Est-ce que on considère que ça viserait après, je pense que de toute façon, l'objectif de l'auteur qui décide, parce qu'en fait, c'est ça, dans tous les cas, logiciel propriétaire ou logiciel libre, on a un auteur qui prend juste une décision de distribuer son logiciel de manière différente. C'est-à-dire que dans un cas, il va décider de le distribuer sous une licence propriétaire avec les conséquences qu'on a vues. Dans l'autre cas, il décide de le distribuer sous licence libre. Mais dans les deux cas, c'est un auteur avec des droits patrimoniaux et des droits moraux, et encore ça dépend des pays parce que c'est une particularité assez française. Donc de toute façon, cet auteur, il va pas vous dire sur les images et les animations, je vous ai pas donné de droit. Mais par exemple, souvent les projets open source ou les logiciels sont associés à une marque, ou un nom, et qui est souvent une marque, qui à minima permet, si vous décidez de faire un fork, c'est-à-dire de prendre ce projet parce que la voie où il va vous convient pas et d'aller dans une autre voie, vous empêchera de continuer à distribuer votre fork sous le même nom, ce qui permet de dissocier. Mais très clairement, sur tout ce qui est visuel et tout ce qui est interface homme-machine, en pratique, j'imagine même pas 2 secondes qu'on vous dise vous aviez le droit d'utiliser le code, c'était sous licence open source, mais le visuel est sous licence propriétaire, par exemple. Ce serait un non-sens. Juste rapidement, peut-être sur la question, sont-elles reconnues partout ? C'est vrai que au tout début, nous, en tant que juristes, quand on a vu les licences libres débarquer, on s'est dit, c'est quoi ce truc, ça ressemble à rien de ce qu'on connaît. Il n'y a pas de garantie en droit français. Ah là là, on n'a pas le droit de faire pas de garantie. Oh, et le droit moral français, il n'est absolument pas respecté dans ces licences, puisque tout le monde peut modifier, alors qu'en droit français, l'auteur, il a le droit à que son honneur et sa réputation soient préservés sur son œuvre. Donc pendant longtemps, on s'est dit, mais jamais, ce sera reconnu par un juge. Ces licences, elles sont pas valables en droit français. Alors, on a très peu de décisions en France par rapport à d'autres pays. On en a 4. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que les juges, ils les appliquent, les licences. Et de toute façon, globalement, personne n'a intérêt à contester la validité des licences. Et en France, ce débat n'a jamais été posé en ces termes. C'est-à-dire que personne n'est venu dire la licence libre n'est pas une licence valable au regard du droit français. Pourquoi ? L'auteur en tant que tel du logiciel qui a décidé de le distribuer sous licence libre, c'est lui qui a pris cette décision. Il ne va pas venir dire je me suis trompé, finalement cette licence n'est pas valable et je considère finalement être toujours que je peux distribuer comme je l'entends. Et à l'inverse, celui qui a utilisé, par exemple, si on prend peut-être pas citer cet exemple de Free, mais si on prend, il y a eu plusieurs contentieux, en France et ailleurs, qui ont été transigés, mais dans le monde des box, par exemple, et les box, elles incluent des logiciels libres modifiés. Et les propriétaires des box considéraient qu'en fait, ils n'avaient pas à se conformer aux termes de la licence libre et donc de redistribuer le code modifié, puisque finalement, ils ne distribuent pas la box, elle appartient toujours au propriétaire, il la met à disposition, il la prête finalement au consommateur. Donc il y a eu
il y a eu ce débat sur est-ce que j'ai le droit ou pas. Mais le propriétaire de la box, il n'a jamais dit ah mais de toute façon ces licences ne sont pas valables, donc je ne suis pas tenu aux obligations de la licence. Parce que s'il dit ça, finalement, il n'avait même pas le droit de modifier le code. Parce que s'il dit ça, si la licence, elle tombe, ça veut dire que les libertés qu'on lui a accordées, il ne les a pas. On en revient à pas de licence, donc c'est l'auteur qui a tous les droits. Et il ne vous a pas concédé le droit de modifier. Donc finalement, c'est un débat qui ne s'est jamais posé en ces termes. Et donc dans les quelques décisions qu'on a, les juges, ils ont lu les licences plus ou moins bien. Mais en tout cas, ils ont considéré qu'elle s'appliquait comme un contrat de licence lambda. Alors, on parle de licence et on voulait effectivement savoir les licences que vous connaissiez, les licences avec lesquelles vous étiez familier. Effectivement, globalement, la plus connue, c'est la GNU GPL avec toutes ces quelques versions différentes et on va revenir dessus. Apache aussi. Creative Commons, alors c'est plus pour le droit d'auteur classique, c'est-à-dire pour les textes, etc. Et moins pour le code. Bearshare, on va en parler. Alors c'est plus anecdotique, mais quand même, ça a le mérite de montrer la diversité du type de licence. La BSD, voilà. Okay. Après, dérivés, je ne sais pas exactement. Enfin, des licences, après, on a vu, il y en a plus de 2000. Hein, donc, bon. Rapidement, juste pour vous montrer, c'est le spectre des licences open source. Donc, on va des licences restrictives qu'on a évoquées, donc qui sont ce qu'on appelle à copyleft fort, au sens où elles ont une étendue assez large, c'est-à-dire qu'elles voient la modification du code de manière assez extensive. Et donc, la plus connue, c'est la GPL, très clairement, et aussi, on parlera de la Fero GPL puisqu'elle intéresse essentiellement le cloud, qui est quand même d'actualité. Dans le copyleft faible, c'est-à-dire avec quand même un côté un peu, on va utiliser le mot viral par souci de simplicité, mais quand même avec une étendue moins large, on a la LGPL et Mozilla, et puis dans les vraiment permissives, il y a MIT, BSD, Apache. Donc voilà, et donc on va revenir un peu dans le détail sur le contenu de ces licences. Je te laisse la licence de bière. Alors la licence de bière, c'est effectivement l'exemple le plus flagrant de permissivité, j'allais dire, d'autorisation assez générale qui est donnée. C'est une licence, vous le voyez, hein, qui vous dit, dans la mesure où si vous utilisez cette licence, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. La seule restriction, c'est si jamais on se voit et que vous pensez que ce que je fais en vaut le coup, en vaut la peine, je vous demande juste de me payer une bière en retour. Donc c'est vraiment la licence qui vous dit, pour schématiser, et qui est une licence qui existe, et qui est de dire, vous faites absolument ce que vous voulez du code, il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas toutes les restrictions qu'on a vues tout à l'heure et les conditions. Ben voilà, comme ça c'est en live. Donc il n'y a pas les restrictions qu'on a vues tout à l'heure. Vous faites absolument ce que vous voulez. Et le petit clin d'œil, c'est voilà, si vous me rencontrez, pensez à moi. Donc une autre licence. Alors on a laissé les textes en anglais parce que les versions officielles sont en anglais pour les licences. Pour certaines licences, il y a des traductions, mais c'est vrai que le vrai texte officiel est en anglais. Donc si on regarde la licence MIT, donc là il y a quasiment le texte quasi intégral de la licence. Donc on le voit bien, c'est des licences assez courtes et assez faciles d'accès. Donc on le voit, le premier paragraphe, c'est tous les droits qu'on vous accorde en termes d'utilisation, de modification, de fusionner, de publier, de distribuer sous licencié. Donc on voit bien qu'on a les droits les plus larges, et donc on a même le droit de vendre des copies du logiciel, avec une seule obligation finalement, qui est celle de conserver les notices de copyright, donc essentiellement le nom,
nom des auteurs, et puis les termes de la licence qui doivent être reproduits donc, dans les copies du logiciel. Donc on voit c'est une obligation, mais elle est quand même assez peu contraignante. Et donc le dernier paragraphe, là quand vous voyez le logiciel is provided as is, donc il est fourni en l'état, sans garantie, rien du tout, vous le prenez comme ça. Bon, ce qui peut sembler assez logique, parce qu'au départ, c'est vrai, si on remonte vraiment aux premières personnes qui ont développé en open source et au tout début du développement de ce mouvement, se dire qu'on fait du code, qu'on met à la disposition de la communauté et qu'on imagine que parce que ça a du succès, on puisse se faire poursuivre par une entreprise du CAC 40, ça paraît pas tout à fait légitime. Par ailleurs, ça paraît être, donc ça paraît normal de ne pas avoir ce retour de boomerang. Qui plus est, de toute façon, pour une entreprise, engager une action contre une personne privée, ça reste, même si une décision de principe intéressante, en termes de montant d'indemnisation, ça risquerait d'être assez symbolique, parce qu'on est de toute façon pas aux États-Unis. Quant au montant de condamnation, et de toute façon après pour le faire exécuter sur un patrimoine privé, ça resterait avoir peu de sens. C'est vrai qu'aujourd'hui quand même l'écosystème a changé, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'open source c'est plus que des personnes toutes seules chez elles sur internet qui surfent et qui développent du code ensemble, c'est aussi des entreprises, donc ça change un petit peu la donne quand même. Mais bon, donc on voit la logique de cette licence, donc toute l'importance quand même d'identifier, quand on utilise un logiciel open source ou qu'on envisage de le faire, d'identifier la licence qui accompagne ce logiciel. C'est pas du tout neutre. Donc une deuxième licence BSD, donc il y en a plusieurs versions avec 3 clauses, 4 clauses. Mais globalement, c'est à peu près la même chose. On voit les obligations sont un petit peu différentes. Vous avez toujours l'obligation d'informer de la notice de copyright. Et puis, il y a aussi l'obligation d'indiquer un avis de non-approbation. C'est de dire que vous divulguez, vous avez peut-être fait des modifs, mais tout ça, ça n'a pas été approuvé par l'auteur initial du logiciel libre. Donc voilà. Mais on voit bien, il y a quand même à chaque fois des obligations, pas très contraignantes, soit, mais des obligations que vous êtes tenu de respecter. Et quand vous voyez des paragraphes écrits en majuscules dans les contrats, sachez que de manière générale, même si vous ne les lisez pas en anglais, ce sont des exclusions de responsabilité, de garantie, où on veut ce qui est vrai dans les licences open source et ce qui est vrai également dans les licences propriétaires. Quand vous voyez ça, c'est que, a priori, on exclut un certain nombre de responsabilités et de garanties. Bon, une autre licence permissive, la licence Apache. Donc on voit bien, encore une fois, des droits très larges sans obligation de redistribuer le code source, parce que c'est la problématique même, le postulat même d'une licence permissive. On exclut explicitement le copyleft, oui, puisqu'on vous dit que vous pouvez fournir en fait ce logiciel modifié sous des termes de licence différents. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de redistribuer sous les termes de la même licence. Donc il n'y a pas de viralité entre guillemets. Voilà. Et donc la viralité est appréciée de manière très, 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 très différente des licences GPL par exemple. Donc toutes ces licences, en fait, en principe, on peut les utiliser assez facilement sans grandes contraintes ou grandes conséquences juridiques, si ce n'est de se tenir au respect de ces quelques obligations. Quelles sont les conséquences quand même si vous ne respectez pas les obligations? C'est la résiliation de la licence. Et donc la résiliation de la licence, ça veut dire que vous avez plus de droit sur le logiciel quand même. Donc bon, c'est pas neutre. Oui. Alors c'est l'auteur qui va la prononcer. D'abord, c'est-à-dire qu'il va. Alors, si tant est, on peut en parler en pratique, si tant est qu'ils s'aperçoivent que vous ne respectez pas les termes de la licence, mais certains auteurs sont assez férus d'aller chercher les gens qui ne respectent pas la licence, alors sur des choses assez visibles, si c'est chez vous en interne. D'abord, on a vu que ça
concernez pas, mais sur les choses qu'ils distribuent. Moi, j'avais un client, par exemple, qui faisait du jeu pour enfants, et pour la première fois, il avait inclus du logiciel dans son jeu. C'était une sorte de robot animé. Il avait utilisé un sous-traitant, donc il n'avait pas maîtrisé exactement, puisque ce n'était pas son métier, le code qui était dedans. Et ben, il y a un auteur de logiciel libre qui s'est amusé à décompiler, sortir le code, et qui s'est aperçu que dans ce code, il y avait du logiciel libre et qu'on n'avait pas redistribué les sources avec, on n'avait pas redistribué les termes de la licence, les notices, etc. Et en pratique, alors c'est un peu différent du monde propriétaire quand même, c'est-à-dire que vous allez quand même recevoir une gentille lettre, plus ou moins gentille en réalité, mais c'est quand même pas du tout le bazooka de la même façon. Ils sont vraiment dans une démarche plutôt de compliance, c'est-à-dire de mise en conformité. C'est-à-dire que leur souci, c'est vraiment qu'on respecte les termes de la licence avant de se dire, alors que dans le monde propriétaire, on est plutôt dans une logique de recherche financière, on va dire. Donc voilà, donc il vous dira, monsieur, merci de respecter les termes de la licence, et si vous insistez pour ne pas le faire, il vous dira, je considère que vous manquez à vos obligations, et donc je résilie la licence. Ou je vais devant un tribunal pour constater que... Mais il pourra d'ores et déjà résilier la licence s'il a la preuve que vous ne respectez pas les termes de la licence. Et après, peut-être que vous irez devant un tribunal pour contester cette résiliation parce que vous estimez que vous les respectez. Mais pour le coup, c'est assez binaire quand même. Il y a peu de débat sur est-ce qu'on les respecte ou pas. Sur une GPL, ça peut être plus compliqué parce que y a beaucoup de termes qui sont sujets à interprétation. Mais la conséquence de la résiliation, elle est quand même importante, puisque on est en train de vous dire sur l'exemple du robot, vous ne pouvez plus vendre le robot. Vous ne pouvez plus vendre le robot parce qu'il y a un certain nombre de droits sur le logiciel qui sont intégrés dans le robot que vous n'avez plus. Donc les conséquences peuvent être extrêmement importantes. Et là, on voit bien justement que c'est un exemple industriel, c'est un exemple commercial, où les robots sont commercialisés en grand nombre, et c'est plus justement les logiciels qui sont distribués soit en petit nombre, soit pour des applications spécifiques, mais ça peut être des outils, des jouets, quels que soient les éléments qui sont distribués en très grand nombre, et la non-conformité peut avoir une conséquence extrêmement importante. Mais les demandes principalement, et Sandrine a plutôt l'expérience sur ce type de demande, c'est pas une demande indemnitaire. La demande, elle est principalement de merci de vous mettre en conformité, merci de redistribuer le code, donc de mettre à disposition de la communauté le code que vous avez développé, parce que ça peut être intéressant, parce qu'il peut être utilisé pour d'autres applications, parce que c'est l'objectif même de ça. Et puis l'indemnisation, elle est presque symbolique pour couvrir les frais d'avocat. Alors, on passe à quelque chose effectivement d'un peu plus compliqué, les licences. Donc, encore une fois, je ne sais pas si vous les avez lues, mais c'est d'une rédaction assez ardue. Alors pourquoi ? Parce que c'est un travail de... Je ne sais pas si vous avez suivi comment ça se passe pour élaborer les licences GNU GPL, mais c'est un vrai travail collaboratif, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail sur le net et c'est censé être international. Donc il y a des inputs à peu près de plein de pays différents, avec une GPL V2 qui est quand même globalement rédigée plutôt avec un style américain, et une V3 qui a été plutôt rédigée en essayant justement de gommer les différences de rédaction en fonction. C'est vrai qu'on a en droit, il y a des termes qui sont plutôt issus d'un pays ou de l'autre, et par exemple le terme distribution, en américain n'a pas du tout la même signification que pour nous en France, ce qui a permis d'avoir un certain nombre de débats sur ce qu'on entendait par quand est-ce que je redistribue. Et on le voit bien, le terme distribuer sous la GPLv2, il est vraiment essentiel, parce que tant que vous ne distribuez pas, vous n'êtes pas tenu par les obligations de la licence, et c'est à partir du moment où vous distribuez que vous êtes tenu par les obligations de la licence. Donc, comme pour les licences permissives, bien évidemment, vous avez une utilisation personnelle libre du logiciel. Vous avez le droit de le modifier, etc., ce que vous n'avez pas du tout dans une licence propriétaire. Mais par contre, si vous redistribuez la même chose sans modification, vous devez le distribuer sous les termes de la même licence. Donc si c'est la GPLv2, la GPLv2. Après, on le verra, on a quelques problématiques de compatibilité. Vous avez le droit de modifier le logiciel, mais si vous modifiez le logiciel, vous êtes tenu de distribuer cette œuvre dérivée sous les termes de la même licence.
d'accord, avec des wordings qui sont un peu, enfin on peut s'interroger, mais c'est une rédaction un peu large qui dit qu'en gros toute œuvre qui contient ou qui est dérivée du programme en tout ou partie doit être redistribuée sous les termes de la même licence. Donc c'est sûr que si vous modifiez le code directement, ça c'est sûr que vous êtes dedans, mais la question se pose de savoir si vous avez quelque chose qui communique seulement avec ce logiciel libre, est-ce que c'est contaminé ou pas? Et on verra que les seuls... Oui, alors je relève, BSD 4 clause n'est pas libre, vous avez raison, il y en a une qui est interdite, et en fait c'est 2 et 3 qui sont libres. Il y avait une autre question, je pense aussi, qui était est-il possible d'être puni, par exemple, d'avoir une amende à payer si on ne respecte pas une licence? Est-ce que le risque, c'est juste la résiliation? En réalité, c'est la conséquence même de la résiliation. C'est-à-dire que la résiliation signifie que vous n'avez plus le droit d'utiliser ce logiciel parce que vous n'en respectez pas les termes. Utiliser quelque chose en violation des droits d'un auteur, c'est de la contrefaçon. Et la contrefaçon, effectivement, elle est punie, elle est réprimée pénalement par des amendes, parfois par des prisons, par de la prison en fonction de la gravité. Mais effectivement, ça va plus loin que la résiliation. La résiliation, c'est la conséquence, j'allais dire presque pratique, où on vous dit à partir de maintenant, vous arrêtez d'utiliser. Donc, vous arrêtez d'utiliser. Ça dépend. Peut-être qu'il y en a qui sont un petit peu plus procéduriers, mais l'idée, c'est de dire vous arrêtez d'utiliser. Si vous continuez à utiliser, si vous continuez à vendre votre robot qui contient un logiciel que vous savez ne pas avoir le droit d'utiliser, effectivement, vous allez être en contrefaçon. Et là, les risques peuvent être extrêmement importants, les risques financiers, les risques en termes les risques pénaux, bien évidemment, mais aussi les risques en termes d'image. Si vous voyez une grande entreprise demain du CAC 40 qui apparaît sur les grands titres du journal comme utilisant des applications pour lesquelles elle n'a pas les droits, vous voyez bien l'impact que ça peut avoir. Alors, toute proportion gardée, c'est vrai que la contrefaçon, c'est sanctionné pénalement. Dans le monde propriétaire, déjà, à part si vous faites des copies sous le manteau d'Adobe, mais bon, si vous ne respectez pas les termes d'une licence, en général, on ne vous poursuit pas au pénal. Donc, il y a quand même peu de chances que dans le monde de l'open source, un auteur vous poursuive au pénal. Ce n'est pas vraiment la philosophie. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des conséquences indemnitaires. C'est-à-dire que s'ils estiment avoir subi un préjudice du fait de votre comportement, ils demanderont l'indemnisation de ce préjudice. Quelle est la juridiction compétente? Ça dépend du lieu des actes de contrefaçon en réalité. Donc par exemple dans le cas de mes robots, ils étaient fabriqués en France et vendus principalement en France, donc la juridiction compétente aurait été en France, quand bien même l'auteur était allemand par exemple. C'est le tribunal de grande instance. Et c'est le tribunal de grande instance. Le tribunal de grande instance a une compétence exclusive pour tout ce qui est relatif à la propriété intellectuelle. Et encore, il y a même certains, ils ne sont pas tous compétents, il n'y en a que quelques-uns en France. Donc ça va, mais bon, a priori, si vous avez une activité en France, vous serez poursuivi en France, puisque les actes auront lieu en France. Donc si on continue à dérouler cette fameuse GPL V2, donc voilà, donc ça s'applique bien au logiciel original et à toutes ces modifications. Donc c'est l'effet, on va dire, de réciprocité. Vous devez mettre et les obligations que vous avez, c'est mettre à disposition une copie du code source. Alors c'est censé être une copie du code source exact. C'est surtout dans la et ça paraît évident, mais c'est, semble-t-il, pas si évident. Et en tout état de cause, si vous ne mettez pas à disposition la copie du code source en même temps que la version objet, vous devez offrir un accès aisé à cette copie du code source. Donc ça, c'est le petit B, et à des frais, effectivement, qui ne doivent pas être de nature à freiner l'accès au code source. Et donc,
le vrai débat, et pourquoi au début ça a fait peur, c'est vraiment cet effet de viralité ou de réciprocité qui a effrayé les entreprises initialement. C'était de se dire, mais si dans mon système d'information, j'ai un logiciel libre et un logiciel propriétaire, c'est horrible, ça veut dire que tout va être libre. Et donc tout porte sur ces termes qui est basé entièrement ou en partie sur ce logiciel ou sur un de ces éléments. C'est vraiment la licence, les obligations qu'on a vues, elles vont vraiment s'appliquer, elles vont s'étendre au-delà du logiciel qui a été initialement distribué sous licence libre. Alors les seuls moyens, en tout cas nous, quand on est consulté sur ce genre de questions, les seuls guides d'interprétation, on va dire, ou quels sont comment on peut un peu s'orienter pour savoir qu'est-ce qu'on va considérer comme étant basé entièrement ou en partie sur le logiciel. Moi, j'ai trouvé que les FAQ de la FSF, en fait. Donc après, ça vaut ce que ça vaut. C'est vrai que ça n'a pas force de loi, par exemple, ou c'est pas un document contractuel qui a été accepté par les parties. Mais en tout état de cause, si vous suivez ces règles-là, quand même demain, on aura plus de mal à venir contester votre interprétation de la licence GPL. Et donc vous verrez, pour le coup, c'est assez technique. Je pense que ça vous parle plus à vous qu'à moi, en tout cas j'espère. Puisque je pense que pour le coup, c'est rédigé par des développeurs. Et donc ils expliquent bien que la façon dont on va regarder jusqu'où s'arrête la viralité, en fait, c'est vraiment les mécanismes de communication et la sémantique qui est utilisée pour la communication entre les deux modules, par exemple. D'accord ? Donc là, je vous laisserai, de toute façon, les slides, vous les aurez. Et puis, les FAQ de la FSF, tout le monde peut y accéder. Mais c'est quand même intéressant d'avoir ça en tête, parce que ça veut dire que, en fonction de votre projet et de quel est votre objectif final, est-ce que vous voulez, si vous travaillez pour une entreprise, est-ce qu'elle a envie à terme de distribuer une partie propriétaire accolée à un logiciel libre, par exemple, il n'y a rien qui l'interdit. On voit qu'il suffit juste en amont, avant de développer, de se poser la question de comment on va le construire, éventuellement, pour que la partie développée en interne de l'entreprise soit pas nécessairement contaminée, on va dire, par le logiciel libre. Donc ça, c'est quand même utile d'avoir ça en tête avant de développer ou même de concevoir le développement qu'on va redévelopper. Alors, rapidement, donc ce qui est intéressant, finalement, c'est que le monde, l'écosystème de ces licences libres, il évolue avec les pratiques et les technologies. C'est-à-dire que vous avez la GPL v2 avec ce terme distribué, on l'a vu, c'est pas très précis distribué, ça crée un certain nombre de débats différents, de contentieux. Et donc ils ont créé finalement la v3, qui a été une réaction aux difficultés qu'on a rencontrées sur la v2. Et donc dans la v3, on parle plus de distribuer, il y a d'autres termes, alors qui ne sont pas forcément beaucoup plus accessibles, mais qui sont en tout cas plus précis pour désigner les actes qui font qu'on est tenu aux obligations de la licence. Mais de la même façon, on voyait bien qu'est-ce qui se passait quand on était en mode SaaS, par exemple. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand le logiciel libre, il est sur un serveur et accessible par les utilisateurs à distance. Est-ce qu'il y avait distribution ou pas ? Selon l'acception générale, non, il n'y avait pas de distribution. Donc, ce qui voulait dire qu'un éditeur pouvait prendre un logiciel libre, le modifier, le rendre accessible en SaaS, si ce logiciel avait été distribué initialement sous la GPL v2, et il n'était pas tenu aux obligations de la licence libre. Donc ça voulait dire qu'il n'était pas tenu de mettre à la disposition, puisque ce n'était pas une redistribution, il n'était pas tenu de mettre à disposition les codes sources modifiés, par exemple. Et donc, en réaction à tout ça, il y a donc la Féro GPL v3 qui, elle, couvre cette hypothèse. Donc, si vous, un jour, développez un logiciel libre et que vous vous dites, moi, si quelqu'un, un jour, le met accessible en mode SaaS et l'a modifié et que je ne veux pas que ce soit possible, ou en tout cas, je veux que s'il le fait, il soit tenu par les termes de la licence, il vaut mieux choisir la Féro GPL très, très, très clairement.
Bon, on reviendra sur les. Enfin, il y a plein de questions. On les prendra peut-être après. Celui-là, et c'est le dernier slide. Juste un petit point d'attention, c'est-à-dire que si vous participez à des projets open source, en principe, vous devez accepter. Alors en anglais, ça s'appelle Contribution Agreement. C'est-à-dire c'est des accords qui régissent votre participation au projet, principalement en termes de propriété intellectuelle en réalité. C'est-à-dire que s'ils ne le faisaient pas, ça voudrait dire que chaque personne qui participe au projet, donc qui fait un bout de ligne de code ou 10 ou peu importe, si tant est que ça réponde aux critères pour être éligible au droit d'auteur, mais en théorie aurait un droit d'auteur sur une partie du code et resterait titulaire de ce droit d'auteur. Et donc demain, par exemple, s'il y avait une action à faire contre un contrefacteur, il faudrait que tous ces auteurs engagent l'action, ce qu'on voit bien n'est pas forcément très pratique. Donc souvent, il y a une forme d'accord auquel vous devez adhérer et qui font que vous acceptez de concéder vos droits de propriété intellectuelle alors, peu importe, à la communauté. Parfois, c'est la Free Software Foundation qui concentre les droits. Ça dépend vraiment des projets. Mais donc, ça mérite quand même d'y jeter un œil, particulièrement si on est salarié d'une entreprise et si c'est notamment votre entreprise qui vous demande de participer à ce projet open source, par exemple, on va avoir un petit problème. C'est plutôt l'entreprise qui devra adhérer, enfin qui devra accepter ce contrat, puisque vous, de fait, vous lui cédez vos droits de propriété intellectuelle. Et en tout état de cause, si vous le faites sur votre temps de travail et que c'est pas piloté par votre entreprise, vous ne pouvez pas accepter ce genre d'accord. Donc, il faut bien y réfléchir. Et puis, surtout, il faut à minima s'assurer que tout ceci, vous n'êtes pas en train de concéder des droits étendus à quelqu'un qui n'a même pas d'engagement de mettre son projet sous licence open source, parce qu'a priori, si vous leur donnez du temps, c'est dans l'esprit que ce soit accessible par tous, ce qui ne veut pas dire souvent qu'ils ne peuvent pas avoir deux modes de distribution, c'est-à-dire un mode libre et un mode propriétaire, mais tout ça, ça vaut le coup quand même de regarder exactement quelle est la nature du projet et les engagements qui sont pris par... Alors... Tout dépend en fait dans quel cadre vous le faites. Bien évidemment, si vous faites ça chez vous pour faire du développement à la maison, il n'y a pas besoin d'accord écrit. Ce qui va vous être demandé, c'est forcément de respecter les termes de la licence. Bien évidemment, si vous participez à un projet open source, c'est ce que vient de dire Sandrine. Si vous participez à un projet, si une entreprise vous demande de participer à un projet, de contribuer pour pouvoir avoir in fine une application qui appartient à l'entreprise ou que l'entreprise voudra ensuite distribuer, oui, bien évidemment, vous avez intérêt à signer un accord, un accord de contribution, de coopération. On verra les traductions qui seront jour. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Donc, tu as autre chose à dire, pardon, sur... Non, mais il y avait d'autres questions. Alors, en termes de... parce qu'après, on retombe sur la contrefaçon classique, finalement. Hein. Vous ne respectez pas les termes de la licence, vous êtes contrefacteur. Donc, qu'est-ce qui est contrefacteur ? Alors, dans ce cas très précis, l'utilisateur peut être contrefacteur si on lui a transmis quelque chose qui était contrefaisant, mais ça me semble un peu théorique. En théorie, espèce. Celui qui est responsable, c'est celui qui viole déjà les termes de la licence. Et donc essentiellement c'est le distributeur au sens où c'est si on parle de licence restrictive, c'est celui qui distribue qui est tenu de respecter. C'est l'acte de distribution qui impose de respecter les termes de la licence. Donc c'est plutôt le distributeur qui est le premier concerné. Le développeur, s'il fait des modifs sur le logiciel, mais qu'il les garde pour lui, par exemple, forcément, il n'est pas contrefacteur. Mais à partir du moment où il va, même si c'est lui qui le distribue, c'est vraiment celui qui va faire sortir le logiciel, qui va le distribuer, qui est tenu des termes de la licence et donc qui est le premier responsable en réalité. Mais par exemple, dans mon hypothèse tout à l'heure
des robots, on avait une chaîne. C'est-à-dire qu'il y avait un développeur, enfin une société qui avait développé le code source sans respecter les termes de la licence. Il l'avait fourni donc aux vendeurs de jouets. Manque de bol. Alors, donc, ce qui était visible, c'était le vendeur de jouets, évidemment. Donc, c'est vers lui qu'en premier s'est retourné l'auteur du logiciel libre. Le vendeur de jouets aurait pu se retourner contre le développeur du logiciel qui ne lui avait pas, enfin, à minima, il aurait dû l'informer du fait qu'il y avait du logiciel libre, quelles étaient les contraintes associées, et il ne l'avait pas fait. Bon, sauf qu'elle avait, enfin, elle avait été liquidée entre-temps, cette société, donc on pouvait se retourner contre personne. Donc on aurait pu effectivement remonter un cran en arrière. On en prend beaucoup, non. On avait une question, alors que j'ai pas comprise, mais pour le coup, c'est moi qui vais vous poser la question. C'est quid des patent trolls sur le libre? Alors moi, j'ai un peu compris. Les patent trolls, alors forcément, c'est tout ce que déteste le monde du libre. On est bien d'accord. Les patent trolls, c'est des sociétés qui sont créées uniquement pour racheter des brevets qui sont plus ou moins utiles et aller casser les pieds à tous les gens qui sont susceptibles de contrefaire ces brevets. Et en général, elles ont des gros moyens et donc elles vous font un peu peur parce qu'elles viennent, elles vous disent « Ah, je vais vous poursuivre en justice, ça va coûter des millions ». Et les sociétés préfèrent leur donner un peu moins que des millions pour être tranquilles. Je crois que la législation aux États-Unis a changé pour rendre la vie un peu plus difficile aux patent trolls. De manière générale, le brevet, c'est quelque chose que déteste l'industrie, le monde du libre. En Europe, on a toujours ce débat sans fin et ces retours de balancier. La brevetabilité du logiciel revient régulièrement sur l'actualité. Le débat, en théorie, en France et en Europe, le logiciel n'est pas brevetable en tant que tel. D'accord ? Il est brevetable que s'il fait partie d'une invention plus large. Et le débat, il est où ? C'est que le droit d'auteur protège le code, donc il protège les 0 et les 1. C'est-à-dire que vous avez une fonctionnalité, je ne sais pas moi, copier-coller sous Word, c'est une fonctionnalité. Vous pouvez développer peut-être cette fonctionnalité de 10 façons différentes. Mais c'est le code en tant que tel qui sera protégé. Donc tant que vous développez cette fonctionnalité d'une manière différente et qu'on peut y lire l'empreinte de votre personnalité, c'est le critère de la jurisprudence, vous serez auteur de cette fonctionnalité. Le problème du brevet logiciel, c'est que ce serait une grande différence, ce serait que c'est la fonctionnalité qui est protégée. Donc, ce qui veut dire que le premier qui déposerait un brevet sur la fonctionnalité copier-coller pourrait empêcher pendant 20 ans tous les autres de développer cette fonctionnalité, sauf à verser une licence. Donc, on voit bien que forcément, le monde du logiciel libre n'est pas du tout en phase avec ce genre de process, sachant que, évidemment, le brevet, ça a plusieurs inconvénients. D'abord, ça coûte assez cher de déposer des brevets, alors que le droit d'auteur, ça ne coûte pas d'argent puisqu'il n'y a pas de système il n'y a pas de dépôt, alors qu'en brevet, il y en a. Par ailleurs, le brevet, quand on est gros, donc comme ça coûte cher, on peut en déposer, même s'ils sont très contestables. Et après, pour les petits, c'est très difficile de se battre contre un brevet parce qu'on a souvent, quand on essaye d'émerger sur un marché, on n'a pas forcément les reins assez solides pour se battre contre un brevet, quand bien même, c'est tout à fait très injuste, ce brevet ne serait pas valide, mais avant de le démontrer, il faut aller devant un juge et ça dure longtemps et ça coûte beaucoup d'argent. Donc c'est un peu les tenants et les aboutissants sur ces questions. Mais aux États-Unis, par contre, il y a beaucoup de contentieux, effectivement, autour du livre, autour des questions de brevets, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes modes d'appropriation. Alors, là, il y a une question qui est dans le cas peu probable où notre code se trouve être quasi identique à un code sous licence. Donc, j'imagine que vous parlez principalement de code propriétaire, ou voire même d'un code sous licence libre, mais qui est parallèle à votre application.
comment prouver en être auteur? Là, c'est ce que vient de dire Sandrine, en droit français en tout cas. Le principal, c'est de pouvoir prouver l'antériorité. Il n'y a pas de dépôt, vous n'êtes pas propriétaire du code parce que vous allez faire un dépôt, à la différence du brevet. Vous êtes propriétaire du code parce que vous l'avez écrit. Parce que vous l'avez écrit, vous êtes l'auteur du code. Vous êtes l'auteur parce que vous avez imaginé, il y a de l'originalité dans votre manière de coder, c'est pas complètement automatique et c'est pas logique la manière dont vous codez, c'est juste que c'est vous qui avez décidé de coder comme ça. S'il se trouve que quelqu'un a codé exactement de la même manière, d'abord vous n'avez pas de chance, et ensuite l'idée c'est de prouver qui a l'antériorité sur ce code. Donc c'est de savoir qui a codé le premier, qui a développé le premier, et effectivement ça sera une question de qui a les meilleures preuves. Certains font des dépôts des dépôts de leur code juste en termes d'antériorité pour dire voilà, nous on l'a déposé mais c'est juste une preuve, en gros on le met sous recommandé, et pour bien prouver que à cette date là c'est nous qui en étions l'auteur et donc on était antérieur, mais il n'y a pas de véritable protection en tant que telle. Non, après, ce sera effectivement, c'est un dépôt probatoire parce que effectivement, il n'y a pas d'obligation de dépôt. Bon, c'est vrai que c'est quand même vraiment pas de chance et c'est sans doute un peu théorique parce que en principe, si vraiment il y a des similitudes, c'est que la personne y aura eu accès et donc il faudra qu'il y aura un débat sur comment est-ce qu'il y a eu accès, comment. Alors ça arrive, les similitudes par inadvertance, mais c'est quand même. Sur du code, sur voilà, et je crois qu'il y a une jurisprudence mais qui n'est pas sur du logiciel qui a statué sur une hypothèse où il fallait mais ça voudrait dire qu'il faut démontrer que c'est vraiment par inadvertance que vous êtes arrivé à la même chose, et c'est une preuve négative très compliquée à prouver, c'est-à-dire prouver que vous n'avez jamais eu accès à ce code et que donc c'est vraiment pas de chance, mais ça prouve peut-être à l'inverse que c'est pas original finalement. Parce que s'il n'y a qu'une façon de coder, très clairement, c'est que ce ne sera pas protégé par le droit d'auteur. Mais... Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à nous poser. Il y a des questions vraiment très... Très techniques. Hein. Non, mais c'est plus technique, la congolexicomatisation. Ça, je pense que c'est pour nous challenger. Mais je pense un peu. Je pense que si tu pouvais répondre à cette question, tu l'es... Allez-y, pardon. Est-il possible pour un auteur de changer ou de modifier la licence pour son œuvre ? Alors, il peut décider de changer de licence, mais il aura toujours c'est-à-dire qu'il peut décider, par exemple, on est à la V3 qui est sous licence GPL V2. En théorie, alors ça dépend des accords de contribution qu'il a eu avec les auteurs, mais imaginons un auteur tout seul, on va dire, on va simplifier la vie. Il a d'abord distribué son œuvre en GPL V2, puis finalement il trouve que c'est pas terrible et il a envie de changer de licence pour la V4. Il peut le faire pour la V4, mais sa V2, elle sera toujours en circulation sous les termes de cette licence, sous les termes de la première licence. Mais après, comme rien ne vous interdit, par exemple, de faire un fork. Mais alors, la différence, c'est que si vous faites un fork, la plupart du temps, vous serez tenu de la même licence, parce que là, vous n'êtes pas l'auteur, donc vous ne pouvez pas décider de... La question, c'est est-ce que derrière, si vous changez les règles du jeu, les personnes qui ont commencé à utiliser la licence selon les termes que vous avez mis, ce qu'on a vu tout à l'heure, un des exemples, c'est qu'il n'y a pas de durée. Et donc, quand vous utilisez une application selon les termes de la licence, s'il y a une modification de la licence, ça ne vous est pas applicable parce que vous l'utilisez selon les termes de la licence que vous avez accepté. Vous n'allez pas avoir une espèce de rétroactivité qui dit attention, finalement... on vous demande il y a beaucoup plus de restrictions que ce que vous aviez prévu parce qu'au moment où vous avez pris la licence, c'est en connaissance des droits qui vous étaient concédés. De la même façon, je pense que si vous avez par exemple distribué une première version sous une licence permissive, il n'y a rien qui vous interdit de changer d'avis pour une autre. Mais ça voudra dire que vous aurez sur le marché de manière libre 2 versions de votre logiciel, un sous licence permissive, un sous licence restrictive. Et ce qui veut dire que les gens qui auront envie de faire des choses plus larges avec choisiront la version qui sera distribuée sous licence permissive. Et donc ça risque un peu de... Après, c'est plus un problème d'image et de compréhension du marché. Mais en tant qu'auteur, il n'y a rien... encore une fois, c'est juste un mode de distribution
que vous choisissez. Donc vous pouvez en changer, mais vous ne reviendrez pas sur le passé. Ça, c'est sûr. Donc, il y aura des versions de votre logiciel sur le marché avec telle licence. Vous pouvez décider de sortir une nouvelle version avec une autre licence qui sera attachée à cette version. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, la présentation sera disponible, vous sera disponible si vous voulez y retourner et regarder. Il y a une dernière question. Il y a un dernier vote auquel on vous demande de participer, mais alors là, pour une raison que j'ignore, je n'ai plus la main sur ce qui est à l'écran. La prochaine question qu'on vous demande, enfin que Wizambly vous demande, c'est de savoir ce que vous avez pensé de l'outil Wizambly que nous on a trouvé, enfin moi en tout cas j'ai trouvé très utile et très participatif. Merci. Donc voilà, donc si vous pouvez voter pour Wizambly. Merci à vous d'être venus, merci de nous avoir écoutés. On espère qu'on a été suffisamment clair et suffisamment exhaustif, même si c'est toujours un peu compliqué de l'être dans notre présentation. Merci.